Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 31e épisode avec Johan Nussbaumer, CEO d'Automobile Propre. Bonjour Johan. Salut Eric. Et Pierre Desjardins, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Pierre. Salut Eric. Alors un petit mot d'abord avant de commencer pour vous dire que le podcast vient de franchir le cap des 30 épisodes et surtout des 100 000 téléchargements. Et d'ailleurs plutôt 110 000 à ce jour. Si l'on compte également les écoutes sur YouTube, puisque maintenant nous avons une version vidéo du podcast qui est diffusée sur YouTube, mais c'est assez récent. Donc on voulait en profiter pour vous remercier pour votre fidélité. Nous allons continuer dans cette voie. Et d'ailleurs, le podcast ne prendra pas de vacances cet été. Vous retrouverez un nouvel épisode chaque semaine avec des interviews de personnalités, des leaders et des entrepreneurs qui comptent dans le secteur de l'électromobilité. Je vous rappelle alors merci beaucoup encore. On a démarré le podcast en septembre dernier. On a démarré sur un rythme bi-hebdomadaire et puis maintenant on est hebdomadaire et donc on est sur un rythme où, comme vous l'avez constaté, on présente une semaine sur deux des commentaires sur l'actualité avec Pierre, Johan et puis parfois Mika et d'autres membres de la rédaction, et puis une semaine sur deux une interview d'un acteur de l'électromobilité. Donc, je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast, etc. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner encore en visibilité. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet des infos de la quinzaine, des 3 infos qu'on a retenues dans cette quinzaine. La première information, c'est Belib, et non pas Vélib, Belib ou Bilib, qui inaugure ses premières bornes de recharge rapide dans les parkings souterrains de Paris. Donc, une première amorce de solution à la recharge en ville, Johan. Alors effectivement, le réseau Belib, que les Parisiens connaissent bien, qui est exploité par Total Energy, vient de déployer en fait un hub de recharge dans un parking souterrain. Et donc ce hub de recharge, il est composé de 7 points de charge en 50 kW. Donc on déterminera si c'est effectivement de la charge rapide ou pas. C'est toujours un débat chez les conducteurs de véhicules électriques. En tout cas, il se trouve dans le parking Lebeau, au cœur du 4e arrondissement. Et donc il comporte des prises type 2, combo et CHAdeMO. Donc vraiment ouvert à tous les véhicules. On a une borne qui est réservée aussi aux personnes à mobilité réduite. Et donc c'est une première pour le réseau Belib qui est déjà disponible en surface. Là, il va en souterrain. Une des particularités en fait, c'est que le temps de parking peut être déduit en fait du temps de recharge. Donc ça c'est assez intéressant finalement pour les utilisateurs. Par contre, ça peut être un peu complexe de savoir finalement combien la recharge va vraiment coûter avec le parking, etc. Ce qui est sûr, c'est que on a une tarification qui est annoncée au quart d'heure avec 4,80 € pour les 15 minutes et 4,40 € quand on est abonné au réseau Belib. Voilà, donc ça donne une tarification qui, je trouve, est correcte et qui va permettre en fait aux usagers de payer un prix qui me semble cohérent avec le service qui est apporté. Donc on peut évidemment payer sa recharge avec la carte bancaire sur site, mais aussi avec les cartes en itinérance. Donc voilà pour cette première. On peut utiliser une carte ChargeMap par exemple, ça fonctionne? Oui, c'est compatible avec la carte ChargeMap. D'accord. Donc en fait, ce parking, il a fait un choix. En fait, il y a 2 possibilités, il y a 2 approches. C'est pour certains, dans certaines municipalités d'ailleurs, c'est offrir la charge avec le parking payant au même tarif. Et eux, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font payer la charge, mais ils offrent le parking dans la durée correspondante. C'est un peu, comme tu dis, c'est pas évident. Alors pour eux, c'est certainement plus simple parce que ça permet de pas filtrer à l'entrée. N'importe qui peut rentrer dans le parking sans avoir une carte spéciale et puis aller se charger. Et à partir du moment où il se charge, à ce moment-là, le prix de la charge est déduit du prix du parking. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors quand même une petite précision qui est importante, et du coup là je mets ma casquette ChargeMap, c'est que malheureusement du coup les opérateurs ou les clients qui viennent en itinérance avec un badge en itinérance ne pourront pas bénéficier en fait de cette déduction du temps de parking, parce que justement c'est compliqué d'interconnecter les systèmes. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage en fait dans la conception de l'offre tarifaire de
de ce point de charge. Voilà. Après, ça, c'est avec ma casquette ChargeMap, hein, évidemment, je défends un peu ma paroisse, mais je trouve que c'est dommage au sens large, en fait, que finalement, on permette la recharge moins chère à un certain type de clients et que les autres ne puissent pas bénéficier de ces réductions. Voilà. En tout cas, c'est le premier hub de recharge de ce type. On peut imaginer aussi qu'ils vont prendre en compte les retours des utilisateurs. Et il y a d'ores et déjà 2 autres hubs de charge qui sont prévus, un dans le 8e et un dans le 16e pour encore cette année. Donc ça va permettre quand même d'offrir aux Parisiens des possibilités de charge. Moi, je vais appeler ça semi-rapide. Voilà, en tout cas en courant continu, et c'est une bonne chose. C'est un début de solution à cet éternel problème de la recharge en milieu urbain. Je sais que j'avais eu le cas une fois à Paris avec une voiture électrique et je m'étais garé dans un parking, c'était pour un concert et j'avais pas de possibilité de recharge et puis j'ai demandé aux gars qui étaient là, les gars au pluriel qui s'occupaient du parking, c'était tard le soir. Et il m'avait trouvé une solution. Il m'avait dit, bah tiens, là, mettez-vous dans cette petite box là, et vous voyez, il y a une petite prise 230 volts. Vous pouvez vous brancher le temps du concert, on vous dira rien. Et quand j'ai repris ma voiture, j'étais rechargé pour rentrer à Lyon. Donc c'était très sympa, mais en fait c'était un petit peu de la débrouille. Et ça t'inspire des sentiments favorables, cette amorce de solution urbaine. Et moi, je te dis surtout pourquoi on doit attendre 2022 pour voir ça, parce que pour avoir lutté pendant des années à Paris pour recharger des voitures électriques, ça reste un vrai combat, parce que il y a pas mal de prises en surface, mais on connaît le civisme des Parisiens. On y trouve plus souvent des camionnettes garées sur ces places ou des voitures thermiques, ou même des voitures électriques qui ne chargent pas et qui pensent que leur place leur est réservée. Donc à partir du moment où on commence à avoir où on peut se garer en souterrain, ça laisse déjà par expérience les places sont plus respectées, et jusque là même les places pour se charger en souterrain restent rares, hein. C'est quand on a de la chance, il y aura 2 places dans tout un parking sur plusieurs étages qui seront libres. Donc moi, le côté charge rapide, je trouve que est-ce qu'on a vraiment besoin que ça débute plus que de 50 kilowatts quand on vient faire ses courses pendant là on n'est pas sur une autoroute où on veut arriver le plus rapidement possible à destination, on vient faire ses courses, dîner, on sait qu'on va y rester on va dire 1 heure et demie. En 1 heure et demie, on a largement de quoi, avec 50 kilowatts, remplir sa batterie, ou en tout cas une bonne partie. Donc, je suis pas choqué par cette puissance. Je suis juste content que plus il y a de prises en souterrain dans les parkings parisiens, mieux c'est, quoi. Et il était temps. Alors certaines villes ont une politique pour favoriser les voitures électriques et notamment une politique de stationnement moins cher ou gratuit. Il faut bien chercher. Personnellement, sur Lyon, j'ai encore jamais trouvé de parking qui proposait cette solution, mais il semblerait qu'en s'adressant à la municipalité, on puisse obtenir une carte ou un statut de résident particulier avec un tarif bien plus avantageux lorsqu'on a une voiture électrique pour le tarif résidentiel. Ça lève des questions, parce que il y a des choses qui changent d'une ville à l'autre, voire même d'un quartier à l'autre. Il y a même un débat sur si on a une place de recharge, si on trouve une place de recharge en surface, par exemple à Paris, est-ce qu'on doit aussi s'affranchir du stationnement lui-même, de payer à la fois sa charge? Et visiblement, dans certaines villes, on n'a pas besoin. Il semblerait que quand on se charge, on est exempté de payer le stationnement lui-même. Et sur d'autres, on a des retours. On a vu ça même dans les commentaires sur Automobile Propre, de gens qui étaient en train de charger et qui ont une contravention pour ne pas avoir réglé le paiement. Donc je pense que ça doit être donc méfiance à nos auditeurs. Il faut visiblement se renseigner pour savoir si on est exempté ou pas en surface de payer son stationnement. Ce qui amène aussi à un autre petit point de droit que j'ai découvert il y a pas très longtemps à l'occasion justement d'une charge en vacances. Il faut savoir, alors je suis pas spécialiste du droit et il faudra le confirmer, mais en tout cas je l'ai lu et je l'ai vérifié.
que quand vous tombez sur un espace public où il y a des prises de courant qui semblent disponibles, notamment sur des places de villages ou de villes où il y a un marché. Vous savez que souvent il y a un ensemble de prises électriques pour les forains, pour que les forains puissent se brancher. Et même si ces prises sont accessibles et ouvertes, vous ne pouvez pas vous brancher pour charger votre voiture électrique. C'est un délit, en fait. Et c'est passible d'une amende parce qu'en fait, vous profitez à des fins privées d'une installation publique qui, normalement, fait l'objet d'une tarification ou d'une patente pour les forains. Donc, c'est tentant. Et moi, ça m'est arrivé une fois sur un lieu de résidence en vacances. Un soir où j'allais au restaurant, je me gare sur le parking central de la petite ville où j'étais, une zone touristique, et il se trouve qu'il y avait des prises ouvertes, donc des blocs 4 prises, et qui étaient ouvertes. Donc j'ai branché ma voiture. Ça a fonctionné. Elle a rechargé, donc c'était des 230 volts. Elle a rechargé 16 km/h. 16 km/h. Donc le temps d'aller au restaurant, j'ai récupéré une cinquantaine de kilomètres. Et j'ai lu après que c'était... Alors personne ne m'a rien dit, mais j'ai lu après, parce que je me suis un peu renseigné après, et un peu fortuitement, que c'était ce que j'avais fait était totalement interdit, que j'aurais pu prendre une amende aussi. Voilà, donc c'est à savoir. Est-ce qu'il y a prescription, Eric ? Là, je pense. De toute façon, je ne dirai pas où c'est ni quand c'était. mais je l'ai fait en toute bonne foi, et donc il n'y avait absolument pas volonté de gruger ou de frauder. À propos de recharge, on a aussi des acteurs qui sont importants dans le métier, dont on parle moins, mais dont on parlera peut-être un peu plus à l'avenir, parce que ça commence à se bousculer un petit peu, et je trouve ce secteur vraiment intéressant et passionnant. C'est le monde des applications mobiles, donc pour smartphone, qui permettent de vous faciliter la vie en tant qu'électromobiliste. Donc des applications qui permettent de planifier des itinéraires, de trouver des bornes de recharge, etc. Et puis certaines se distinguent avec des services qui sont un peu originaux. Et là, on a par exemple le groupe Volkswagen qui vient de lancer une application qui s'appelle Chargy. Ça s'écrit Hargy. Je sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est pas un C au début, c'est un S. Et cette application permet à des particuliers ou des hôteliers, peut-être des commerçants, qui disposent d'une ou plusieurs bornes de recharge, de les louer à des gens de passage. Donc Chargy se caractérise un petit peu et se présente un peu comme le Airbnb de la borne de recharge. Alors, je vous rassure tout de suite, vous avez déjà dû entendre ça quelque part, parce que le Airbnb de la borne de recharge, c'est pas les premiers. On avait déjà PlugShare qui était un petit peu dans le même secteur, et puis qui existe pour le coup depuis plusieurs années. Et puis on a aussi Wattpark que j'interviewerai prochainement dans un podcast, qui se présente aussi un peu comme le Airbnb de la bande de recharge. Bref, donc c'est une application qui permet de partager sa bande de recharge, si tant est qu'on ait la possibilité de donner accès à cette borne. Et puis on va parler de Waze aussi. On fait un petit tir groupé avec ces deux applications. Waze qui guide maintenant jusqu'aux bornes de recharge, qui vient d'activer ou qui est en train d'activer une option sur son application très connue qui indique les bornes de recharge disponibles sur son trajet. Alors, je trouve ça intéressant parce que la mobilité, ça passe aussi et beaucoup par les applications et pas seulement par les infrastructures. Et on verra probablement d'autres acteurs arriver sur ce secteur qui est très foisonnant, avec peut-être des idées originales. Peut-être qu'on n'a pas encore inventé la killer app, comme on dit, de l'électromobilité. Ça viendra peut-être. Ou alors elle existe déjà, mais on ne la connaît pas. En tout cas, c'est intéressant à suivre. Et Johan, c'était intéressant aussi d'avoir ton avis, même si encore une fois, tu vas remettre un peu ta casquette de patron de ChargeMap. Mais voilà, il y a des choses intéressantes à dire, et puis aussi peut-être des choses. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves ça intéressant, ou est-ce qu'il y a aussi des défauts dans ces applications? Alors je vais te donner effectivement mon regard côté ChargeMap. Déjà sur Chargy, effectivement, on s'est présenté comme le Airbnb de la recharge. En fait, c'est un principe qu'on trouve sur ChargeMap depuis 2010, donc qui existe depuis déjà quelques temps, avec un bémol, c'est-à-dire qu'en fait, en 2010, il y avait quasiment pas de borne de recharge, et donc recharger chez les particuliers, ça pouvait vraiment sauver des vies, en fait. Enfin, j'exagère un petit peu, mais quelqu'un qui traversait la France, ça pouvait être vraiment très utile. Et en fait, nous, ce qu'on a constaté, donc je te donne
vraiment le retour d'expérience côté ChargeMap, c'est qu'au fur et à mesure que les bornes de recharge étaient installées, finalement, il y avait de moins en moins de pertinence en fait d'avoir des particuliers qui partagent leurs bornes, tout simplement parce que l'expérience de recharge est compliquée. Il faut s'assurer que le particulier soit là, il faut s'assurer qu'il puisse t'ouvrir, etc., t'accueillir. Voilà, donc ça, on sait que sur ChargeMap, il y a eu des belles rencontres qui se sont faites de ce biais-là, mais globalement, l'expérience, progressivement, elle s'est un peu effacée par rapport à on va dire, à la praticité de recharger sur les bornes publiques. Ceci dit, c'est une question qu'on s'est posée aussi un petit peu chez ChargeMap. Est-ce que, vu les tarifs de recharge qui commencent à être pratiqués sur les réseaux de recharge et un petit peu aussi, ce qu'on anticipe, c'est que ces tarifs vont continuer à augmenter. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un retour vers une pratique de la recharge chez particulier qui peut refaire surface? Pour l'instant, moi, je suis pas tout à fait convaincu. Je pense que c'est assez compliqué. Ma borne de recharge personnelle est sur ChargeMap depuis des années. J'ai accueilli 1 ou 2 fois un utilisateur, mais voilà, c'est très ponctuel et en général, c'est vraiment des gens qui sont complètement dans la galère. Donc, pour générer des revenus un petit peu comme l'application Chargy peut le proposer, j'ai quelques doutes, sauf à être très bien placé, puisqu'on sait que l'emplacement d'une borne de recharge détermine de façon absolument incroyable en fait la fréquentation de celle-ci. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon avis sur Chargy. Et après sur Waze, je voulais donner un autre éclairage. En fait, la communication qui est faite par Waze, c'est à partir de maintenant, on affiche les bornes de recharge. Sauf qu'en fait, c'est une campagne publicitaire pour Noroto. Et que cette campagne, elle est vouée aussi à s'arrêter à la fin de l'été. Donc, ils expliquent bien que le service n'est pas définitif et qu'il va s'arrêter au 28 août. Donc, c'est un petit peu une campagne publicitaire où ils ont placé des points d'intérêt bornes de recharge. Mais finalement, quand on rentre un peu dans le détail, ça manque d'infos en fait sur ces bornes de recharge. Ça manque voilà, de pertinence. Et pour le coup, j'en ai fait l'expérience un peu malgré moi, puisque j'ai fait un trajet là il y a quelques jours. J'ai ouvert Waze pour qu'il me guide à mon point de destination, ou en tout cas pour trouver un autre itinéraire. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une borne de recharge qui était intégrée dans l'application. Et il me manquait pas mal de détails en fait sur ces bornes. Donc voilà, l'initiative est intéressante. Maintenant, j'ai pas l'impression que c'est la réponse définitive de Waze qui arrivera forcément sur le créneau. Hein. Ils le font avec le carburant depuis longtemps, mais j'ai pas l'impression que ça constitue la réponse définitive, mais plutôt que c'est une campagne publicitaire en plus restreinte à la France pour Noroto, ce qui est à mon sens un tout petit peu différent. D'accord. Alors, quel est le rapport avec Noroto, Johan? Parce que ça, c'est vraiment un élément que je n'avais pas saisi. En fait, Noroto, si tu regardes, ils sont en train de communiquer pas mal sur le fait que tu peux retrouver chez eux des bornes de recharge et des Mmh. câbles de recharge. Il y a notamment des campagnes publicitaires à la télé, qui font la promotion de Noroto. Et donc, là, en l'occurrence, quand tu ouvres Waze, tu trouves une borne de recharge. En fait, il y a écrit en partenariat avec Noroto. Donc finalement, c'est plutôt une campagne publicitaire pour Noroto que, ouais, la réponse définitive et une vraie intégration profonde avec de la recherche, avec d'autres choses autour des bornes de recharge. D'accord, donc en fait, tu penses que ça reste, alors là, on parle de Waze, moi je reviens sur Chargy, ça reste, un usage très marginal, plutôt communautaire et qu'il faut pas compter dessus pour gagner de l'argent ou au moins amortir même sa borne de recharge. Simplement plutôt de l'entraide dans une communauté d'électromobilistes, qui se comprend bien et qui se capte bien, c'est ça? C'est ça. En tout cas, nous, c'est le retour d'expérience qu'on a eu, hein, au fil des années. On s'est rendu compte que les gens recherchaient de moins en moins ces bornes, voire les évitaient, en fait. Cherchaient, Mmh. dans notre outil, dans ChargeMap de filtrage, à masquer les bornes, qui appartiennent à des particuliers. Parce que D'accord, ouais, ça va justement, jusque-là, ouais. Mmh. c'était pas pertinent, tu vois, par rapport à de la charge, en voirie où tu arrives, tu poses ta voiture, tu branches, tu passes ta carte et tu vas faire autre chose. Là, il faut que tu ailles chez le particulier, qu'il fasse connaissance, qu'il t'explique où est le garage, et cetera, qu'il s'assure que toi tu sois là, Bien que sûr. lui soit là quand tu reviens. Si tu as un petit délai ou tu as un petit imprévu, il faut que tu te préviennes. Enfin voilà, c'est une expérience utilisateur qui peut être compliquée en fait. Mmh. Hem, Alors peut-être que donc ça pourrait être résolu par des systèmes, enfin des technologies qui permettraient de mettre à disposition sa borne sans forcément être là, avec, un fonctionnement similaire à une borne, je sais pas, Ionity ou Tesla.
Bon, après, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place, mais je sais que, par exemple, dans certains hôtels où j'ai eu l'occasion de me charger, j'avais pas besoin de l'intervention de l'hôtelier. Il suffisait de brancher ma voiture, ça s'activait. Lui-même avait une application. Enfin bon, il y a peut-être des choses à creuser de ce point de vue-là. Ok, on va passer au sujet suivant, si vous voulez bien, parce qu'on a le temps qui nous est imparti est un petit peu court aujourd'hui. Et avec Pierre, je voulais parler de cette annonce qui arrive un petit peu de façon inattendue et qui nous a tous fait un peu tressaillir. C'est Alpine qui a dévoilé déjà une A110 électrique. Qu'est-ce que c'est que ça, Pierre ? Bah écoute, tu l'as décrit parfaitement. Alors c'est vrai, il y a une surprise parce que on le sait déjà, hein, Alpine est amené à devenir, comme tout le monde, une marque électrique, mais on s'attendait à un plan produit qui se limiterait à une citadine, un crossover. Alors un SUV Alpine, ça fait déjà mal, mais un SUV électrique Alpine, il faut s'y faire, et une remplaçante de la 110 actuelle. Donc ça, c'était dans un futur un peu flou. Et Alpine a dévoilé, donc c'était en marge du Grand Prix de Formule 1 la semaine dernière. F1, ouais. Voilà, eh bien une A110 actuelle électrifiée. Alors c'est pas attention, c'est pas du bricolage, hein. Ils ont fait quelque chose qui est très rassurant parce que ça reste une Alpine. Donc ils sont allés récupérer sans surprise la batterie de 60 kWh de la Mégane, et ils ont mis un moteur qui développe quand même 242 chevaux. Alors c'est un petit peu moins que l'Alpine thermique qui en fait 252 pour la version d'entrée de gamme, mais c'est déjà pas mal. On a une batterie qui a une capacité on va dire confortable. Les performances, on a 4 secondes 5 pour le 0 à 100 km/h. Là encore, c'est un petit dixième en moins que la version thermique. Et on peut atteindre 250 km/h. Alors, c'est une vitesse très élevée et qu'on peut expliquer par le fait que c'est inédit. On voit ça que sur les Taycan et les e-tron GT. Il y a une boîte de vitesse double embrayage à 2 rapports, ce qui permet à la fois de favoriser les accélérations de 0 à 100 km/h et en plus d'avoir une vitesse maximum élevée. Et moi, j'ai vu arriver ça. Forcément, je vais directement voir quelle est la masse finale. Et forcément, c'est plus lourd que la 110 thermique, hein, qui fait 1 tonne 120, ce qui est déjà pas négligeable pour une Alpine. Et là, on grimpe à 1 tonne 378. Donc effectivement, on peut pas le cacher, c'est plus lourd, mais pour une électrique, ça reste très léger, et surtout il y a une répartition des masses qui a été préservée. On est à 42% sur l'avant, 58% sur l'arrière, contre 43% sur l'avant, 57% sur l'arrière pour la thermique. Et ça, c'est essentiel évidemment pour retrouver l'équilibre vraiment très particulier de la 110. Et donc on peut penser, alors cette répartition des masses est passée par le fait que, eh bien, les modules de la batterie ont été répartis entre l'avant et l'arrière. Vraiment, c'est quelque chose qui est possible avec la voiture électrique. Donc c'est pas une batterie dans le plancher qu'on a, dans le châssis qu'on a l'habitude. Là, c'est vraiment, je crois, c'est un morceau de batterie à l'arrière et un morceau de batterie à l'avant. Exactement, c'est exactement ça. Donc ce qui permettait, je pense que déjà il fallait trouver la place, hein, pour mettre cette batterie. Et en plus, ils ont su justement optimiser le placement pour respecter cette répartition des masses. Donc plus lourd, mais répartition des masses similaire, ce qui veut dire qu'on peut retrouver un équilibre proche. Maintenant, nous, on aimerait bien l'essayer, hein, évidemment, pour savoir, parce qu'il y a un toucher de route qui est très particulier sur Alpine A110, avec des suspensions qui a une certaine souplesse qui justement lui donne à la fois du confort et aussi une approche qui satisfait un petit peu tout le monde, parce qu'un amateur va trouver aussi son plaisir, parce que ça reste pas, c'est pas une voiture, c'est pas un tape-cul comme on dit, qui décroche sans prévenir. C'est une voiture sur laquelle on peut avoir une glisse progressive, et si on peut retrouver ça dans cette Alpine Éternité, qui est pour l'instant et qui restera probablement un concept en attendant du coup la prochaine génération.
ça pose les jalons, des jalons qui sont réconfortants, surtout quand Lotus, parallèlement, qui est un peu la concurrente britannique d'Alpine, eh bien là a tourné totalement le dos à ses valeurs en dévoilant un SUV de 2,5 tonnes de plus de 500 chevaux, avec une batterie de plus de 100 kWh, et qui est une hérésie complète quand on s'appelle Lotus, mais ça ouvre d'autres débats, je pense. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une sacrée performance quand même que réalise Alpine, même si c'est un prototype et pour l'instant juste un concept car. Mais on voit sur les photos que c'est une voiture qui a à peu près les dimensions de l'Alpine A110 actuelle. Elle paraît peut-être juste un tout petit peu plus dodue. Tout à fait. Mais ça serait historiquement, s'ils arrivaient à sortir cette voiture assez rapidement, alors je sais qu'à une époque on parlait de 2025 ou 2026, mais ce serait probablement le premier vrai concept de voiture sportive décliné en 100% électrique. Alors on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. On va avoir le Porsche Cayman normalement, on va avoir aussi une MG Roadster, et puis la Tesla toujours, Roadster aussi. Oui, l'hypothétique si elle arrive un jour, oui. Si elle arrive un jour. Mais en tout cas là on aura plutôt des petites sportives à un tarif qui sera peut-être un petit peu plus abordable et avec un vrai plaisir de conduite et des voitures qui seront alors tout sauf utilitaires, mais il en faut aussi. Autre sujet d'actualité qui concerne cette fois Ford, une plainte fédérale aux États-Unis a été déposée à cause de sa voiture électrique, sa première et unique voiture électrique pour le moment, la Ford Mustang Mach-E, donc la version électrique entre guillemets de la mythique Mustang. Alors, il semblerait que certains utilisateurs de cette Mustang rencontrent des problèmes à l'usage et notamment des bugs qui sont assez fâcheux. Pierre, de quoi s'agit-il ? Alors c'est un problème qui est pas récent, hein, qui date de l'année dernière. Certains utilisateurs ont fait remonter des incidents qui ont eu lieu à la suite de imagine, tu es en train une grande descente, une descente de col, tu utilises beaucoup la régénération parce que c'est quelque chose de très confortable avec une voiture électrique, tu touches pas à ta pédale de frein et bien visiblement dans une certaine mesure le Mustang Mach-E n'aime pas ça et finit par surchauffer et ce qui peut même arriver à une panne où tu vas devoir te ranger sur le côté. Donc ça a été observé l'année dernière. Évidemment que Ford a pris ces incidents très très au sérieux et a annoncé que donc on était je te dis l'année dernière, c'était en milieu d'année dernière, et avait annoncé donc pour la fin de l'année 2021 qu'il y aurait un correctif, une mise à jour qui serait effectuée. Visiblement, ça n'a pas satisfait les premiers clients américains. Alors c'est que les Américains sont assez friands de poursuites en justice de grands groupes et donc il y a eu trois clients de Ford, trois propriétaires de Mach-E qui ont uni leurs forces pour déposer une plainte contre Ford parce que donc pour eux la réponse apportée par Ford n'est pas satisfaisante. Parce qu'ils auraient, alors on parle évidemment au conditionnel, parce que ça serait un problème pas de logiciel, ça serait vraiment un problème technique de conception, et aucune mise à jour ne pourrait donc résoudre ce problème. Voilà où on en est, et donc ils s'estiment floués et qu'ils n'oseraient plus prendre leur voiture par peur de la panne. Donc on en est là, donc cette plainte est déposée et donc on attend maintenant la réponse de Ford et ou la suite de ce procès qui s'annonce à l'horizon. Oui, alors c'est un peu embêtant pour Ford, c'est un peu embêtant pour le lancement de son Mach-E, qui est une voiture qui par ailleurs a plutôt bonne presse et bonne réputation, tant sur son usage que sur sa ligne. C'est une voiture qui est sympathique, qui semble assez bien née, qui semblait assez bien née jusqu'à ce problème. Alors reste à savoir si c'est un problème très 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 répandu ou si ça a touché simplement quelques utilisateurs. Il semblerait que ce soit vraiment une poignée d'utilisateurs, hein, vraiment très très peu. Ouais. Alors, c'est plus largement, sans vouloir accabler Ford, ça pose quand même le problème de la fiabilité des voitures électriques et des voitures modernes, je dirais, connectées, parce que on s'aperçoit que Ford n'est pas du tout le seul dans le même cas, et parfois on a un peu l'impression que finalement les utilisateurs que nous sommes sont des bêta-testeurs ou on essuie un peu les plâtres. Alors on a eu le cas avec Tesla, il y a eu beaucoup d'histoires avec Tesla sur
les histoires de freinage fantôme, les histoires d'autopilot qui n'est pas si auto que ça, et puis quand même des histoires dramatiques d'accidents qui sont attribués à un dysfonctionnement des fonctionnalités automatisées de la voiture. Et puis on a aussi on en parle un peu moins, mais pourtant les ventes sont relativement importantes quand même en proportion du marché électrique. Chez Porsche aussi, sur le Taycan, il y a les propriétaires de Taycan ne tarissent pas d'éloges sur leur voiture, sont totalement séduits par leur voiture, mais une bonne proportion d'entre eux se plaignent de bugs récurrents de la voiture, notamment effectivement un peu comme chez Ford, même si l'origine n'est probablement pas la même, mais des mises en sécurité qui font que la voiture d'un coup va s'arrêter avec tous les warnings qui clignotent et qui vous disent vous ne pouvez plus conduire, appelez le centre de dépannage. Des problèmes de connexion du PCM, du système multimédia, qui sont assez fréquents entre le téléphone et la voiture. Voilà, donc des petits problèmes comme ça. Alors pareil, comme on dit, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, donc ce sont certainement des problèmes relativement marginaux sur la masse des voitures vendues, mais qui gâchent un peu la vie des utilisateurs. Et puis on pourrait certainement trouver d'autres cas avec d'autres marques. C'est que les voitures ont ce paradoxe aujourd'hui, les voitures électriques, c'est des voitures en même temps plus simples de conception, puisqu'il y a beaucoup moins de pièces, et en même temps plus sophistiquées dans la technologie, notamment la technologie digitale, qui génère progressivement, de façon un petit peu comme ça occasionnelle, des bugs comme sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ce qui est quand même plus embêtant quand on est à bord d'une voiture. Donc espérons que Ford trouve une solution, parce que ça pourrait lui coûter cher s'il fallait qu'il change toute la partie hardware, notamment du système de freinage régénératif, dont on sait qu'effectivement sur certains modèles ça peut générer de la friction et donc une surchauffe. On va passer sans transition au dernier sujet. Alors c'est la question de la semaine ou de la quinzaine, et cette question, cette fois, c'est un auditeur ou un abonné au podcast qui nous la pose sous la forme d'une petite remarque un peu amusante. Je pense qu'il faisait donc Axel allusion à la levée de fonds récemment de l'entreprise de la start-up Electra, qui on avait fait un podcast spécial il y a un mois sur le sujet, qui a levé 165 millions d'euros récemment, une des plus grosses levées de fonds du secteur, en plus pour une entreprise très 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 jeune, pour déployer son réseau de bornes de recharge. Et Axel nous dit, voilà, les entreprises en région qui vont créer de l'emploi pour poser toutes ces bornes, est-ce qu'elles ont droit de lever de fonds? Alors Axel, je vais pas faire un trop long sur les levées de fonds, mais évidemment, tout le monde a droit à lever des fonds quand on est une entreprise. Alors évidemment, quand on est une start-up et qu'on a peut-être quelques relations, ça peut aider, notamment dans les fonds d'investissement. Et puis, la levée de fonds, c'est tout un art qui consiste aussi à présenter un projet, à savoir faire un peu vibrer et rêver les investisseurs. Mais tout le monde peut y accéder à son niveau, je pense, et surtout quand on est dans un secteur comme l'électromobilité où les choses avancent vite, les choses bougent beaucoup, parce que finalement il n'y a pas qu'Electra qui a levé récemment, il y a aussi des entreprises comme Station I, des entreprises comme PowerDot aussi qui a levé presque autant, je crois 150 millions. Donc on est sur des gros volumes, on est sur des gros montants, parce que ce sont des entreprises qui ont montré une preuve de concept, et puis surtout une très grosse ambition et une capacité à comme on dit scaler, c'est-à-dire à se développer très très vite et à déployer des réseaux rapidement. Alors on sait que ce sont des activités qui sont très dévoreuses de fonds, justement. Donc c'est des entreprises qui peuvent pas se développer seules. Donc il y a une vraie nécessité à passer par des fonds d'investissement. Mais alors je sais pas, Axel, dans quelle activité vous êtes, mais je vous rassure, en région et dans d'autres activités, et a fortiori dans des activités connexes à aujourd'hui tout le secteur de l'électromobilité, il y a certainement moyen à un moment d'aller chercher un petit peu, tirer les sonnettes des investisseurs, leur présenter un projet et peut-être arriver à les convaincre qu'avec un peu de fonds en plus, on pourra se développer plus rapidement, créer des emplois, créer de la richesse, créer de la valeur. Voilà, donc
Effectivement, quand on voit ces levées, on se dit c'est énorme, c'est réservé à des entreprises hautement technologiques, souvent installées en région parisienne, etc. Alors peut-être qu'on sent peut-être une espèce de petite injustice comme ça, mais je crois pas. Je crois que quand on a un projet qui tient la route, peu importe l'origine, on a tout à fait la possibilité d'aller tirer des sonnettes, à commencer d'ailleurs par la BPI et puis ensuite éventuellement des fonds d'investissement. Ouais. Et moi, je peux témoigner du coup que c'est Oui, c'est Johan. faisable en région, puisque côté ChargeMap, on a levé des fonds. Alors c'était en 2016, mais c'était avec un fonds régional en Alsace, à Strasbourg. Donc effectivement, après, il faut être accompagné pour le projet. Il faut pouvoir présenter une sortie aussi aux investisseurs. Donc soit une revente à un grand groupe, soit une sortie en bourse ou autre. Donc il faut être capable d'avoir un projet suffisamment taillé pour ça. Nous, en l'occurrence, chez ChargeMap, on a racheté les parts de nos investisseurs. Ça, c'est un point un peu particulier. Mais voilà, en tout cas, c'est faisable. Après, il faut être accompagné par les gens qui vont bien. Nous, en l'occurrence, on avait un conseil financier qui nous a aidés à faire cette levée de fonds. Mmh. Ça demande aussi énormément d'investissement de la part du patron. C'est-à-dire que Tout à fait. les investisseurs attendent de la part d'une équipe, mais surtout d'un patron, d'un responsable qui consacre vraiment 150% de son temps à cette levée et surtout à la justifier derrière et à faire après les bons choix et les bons arbitrages. Donc ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement de la part du patron parce que les investisseurs aiment bien travailler avec l'humain et avec des équipes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le podcast est donc terminé. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, comme vous le savez. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Alors, un peu particulier, comme je le disais, le podcast ne prend pas de vacances, mais nous aurons, dans les 3 semaines qui viennent, une série d'interviews d'acteurs de l'électromobilité qui seront diffusées tous les jeudis en fin de journée, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne semaine et peut-être de bonnes vacances. À bientôt, salut!